Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Alors chaque numéro est l'occasion pour Rudy Reichstadt et Tristan Mendès-France de se plonger avec moi dans la complosphère, dans l'univers de la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Alors numéro A3 aujourd'hui dans lequel il sera question d'Espagne, des États-Unis, de livres conspi et peut-être même du Rwanda. Le premier sujet forcément concerne les États-Unis, vous le savez. Donald Trump a été élu face à Kamala Harris grâce notamment au soutien d'Elon Musk et malgré ses sorties, notamment on se souvient celle sur les migrants de Springfield qui mangeaient des chats et des chiens. Ouais. Et c'est la première question que j'avais envie de vous poser, elle est un peu double. D'abord, c'est sur cette post-vérité qui ne semble pas avoir porté préjudice à Trump, Rudy. Ce qu'on pouvait se dire après l'élection de Trump en 2016, c'est que le recours aux fake news, aux théories du complot, ne l'avait pas empêché d'accéder à la Maison-Blanche. Ce qu'on pouvait se dire en 2020, au moment de sa défaite face à Joe Biden, c'est que peut-être que les Américains avaient... voulu fermer cette page, tourner cette page en disant bon non, là à un moment on peut pas être gouverné par quelqu'un qui a un tel usage du boniment, du mensonge en politique, il faut revenir sur terre. Et là il a fait la démonstration, Trump, parce qu'il a gagné. Et il a gagné sans fraude. Encore qu'il faudrait que je dise un truc sur la question de la sincérité des élections. Mais il a gagné à la loyale, dans la mesure où oui, c'est que ça ne lui a pas porté préjudice. C'est-à-dire cette campagne extrêmement virulente, où il est allé insulter très ouvertement sa rivale démocrate Kamala Harris, où il a fait, lui et les siens, ses proches, ses sympathisants, un usage abusif aussi des fake news et des théories du complot. Il y a un complorama que vous avez fait tous les deux sur France Info qui raconte toutes ces fake news, ces théories du complot, ces faux sites et ainsi de suite. Voilà. Et donc là, on se dit, est-ce qu'il n'a pas aussi été élu grâce à ça ? Voilà, donc c'est une vraie question. En tout cas, le fait est que ça n'a pas empêché. Pourquoi j'ai évoqué il y a 2 secondes la sincérité des élections ? Parce que la question est posée. On entend les républicains, les trumpistes en particulier, depuis des années expliquer que les démocrates ont volé l'élection de 2020, que même en 2016, quand Trump a gagné, il y avait eu des fraudes massives organisées par les démocrates, par l'État profond, que sais-je. Bon. Là, ce qui est intéressant dans la séquence qu'on vient de traverser, c'est que on a l'homme le plus riche du monde, ou l'un des plus riches du monde, Elon Musk, qui a mis une partie de sa fortune au service de la campagne de Donald Trump. Il a le droit. Ce qu'il a peut-être moins le droit de faire, c'est de fausser quand même le processus démocratique en promettant de l'argent aux gens pour qu'ils aillent voter. Ça, c'est interdit. Donc ils allaient signer une pétition qui indirectement est une incitation. En tout cas, c'est quand même une incitation, c'est quand même un détour. De manière algorithmique à des électeurs ciblés. Voilà. Et donc la question de est-ce que ça n'entache pas, dans une certaine mesure, ça ne veut pas dire que ça changerait le résultat, mais comment le dire, ça n'entache pas au minimum l'élection, est posée. On n'a pas besoin d'être complotiste pour penser que ça ne s'est pas passé d'une manière très loyale. Voilà. Et puis après, il y a un autre phénomène, mais sur lequel tu vas peut-être embrayer, Tristan, qui est le fait que le complotisme, on le trouve aussi dans le camp démocrate. Oui, c'est un peu la nouveauté aussi de cette séquence, c'est que les démocrates sont devenus conspirationnistes, du coup. Alors, pas tous les démocrates, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on n'attendait pas forcément du côté des démocrates. Il y avait eu cet épisode lors du premier attentat contre Trump, où la presse avait commencé à évoquer le terme de Blue Anon, pour essayer de faire une sorte de parallèle avec les QAnon complotistes républicains et de trouver un terme pour ces complotistes du côté démocrate. Blue, parce que bleu, c'est la couleur des démocrates. Oui. Alors, on avait déjà, je crois, peut-être évoqué ici ou ailleurs le fait que ce terme et la comparaison avec la mouvance QAnon n'est pas tout à fait... elle n'est pas équilibrée. Elle n'est pas très opérante. Il y a quand même du côté QAnon une centralité, une homogénéité, une organisation qui va quand même graviter tout autour des messages de Q. Donc il y a quand même quelque chose... Il y a quelque chose de très d'organisé, de centralisé du côté de la mouvance QAnon. Sur les BuAnon, c'était en fait des individus qui se posaient la question et qui
pousser des récits un peu conspi autour de l'assassinat, de la tentative d'assassinat. En évoquant une mise en scène par Trump lui-même. Voilà, et que Trump aurait peut-être lui-même, etc. Bon, ça n'a pas eu une traction folle, et d'ailleurs c'est pour ça que la comparaison ne me semble pas toujours tout à fait opérationnelle. Mais quoi qu'il en soit, on a eu ce moment de la tentative d'assassinat, et après ce traumatisme post-électoral, on a vu apparaître des journalistes qui suivent de très près, notamment de la BBC, toutes ces mouvances complotistes, ont identifié des tweets extrêmement viraux, vus des millions de fois, qui vraiment pousser cette petite musique complotiste de la fraude électorale. Il y aurait eu une fraude trafiquée par la Russie, c'est ça? Non, peut-être pas sur les machines de vote, mais vraiment simplement qu'il y a eu que Trump aurait triché, qu'il y avait des millions de votes qui avaient disparu, qui avaient fait pchit entre 2020 et 2024, ce qui n'est en fait pas le cas à la fin des fins du décompte. Les choses sont quand même beaucoup plus tamisées. Bref, mais c'est le symptôme qui est intéressant. Qui est qu'effectivement, on voit une part même assez marginale des pro-démocrates verser. J'emploierais plutôt le terme contaminé. Ça, c'est la façon que j'ai de lire ce moment-là. Contaminé par une atmosphère complotiste, par des rhétoriques, des réflexes complotistes qui ont été poussés de façon phénoménale au plus haut de l'État américain avec Trump, pendant des années, qui a été poussé par des médias majeurs, comme Fox News. Bref, donc il y a tout un appareil qui a poussé du récit complotiste et qui a peut-être commencé à faire vaciller une part marginale, mais une part notable de l'électorat démocrate qui l'ont rendu perméable à cette défiance de la lecture des événements tels qu'ils les voient apparaître au jour le jour durant les médias. Et maintenant que Trump est au pouvoir, est-ce que vous pensez tous les deux qu'il va y avoir une libération de la parole conspirationniste aux États-Unis? Est-ce que ça va toujours être un argument pour Trump pour finalement faire sa majorité et puis continuer à galvaniser ses supporters? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport au système informationnel américain et à l'écosystème informationnel américain aujourd'hui? D'abord, on a l'expérience de ce qui s'est passé entre 2017, quand il est arrivé à la Maison-Blanche, et tout début 2021, quand il en est parti pousser. C'est que on a le sentiment que le complotisme n'a pas disparu et qu'il n'y a pas forcément eu ce mouvement de balancier avec, par exemple, chez les démocrates, un grand complotisme anti-Trump. On a l'impression que Trump a géré les États-Unis à l'époque en faisant passer ce narratif sur lequel il était en guerre contre un État profond. Et donc, il a réussi à prolonger ce moment de la campagne électorale où il continuait à incarner l'antisystème alors même qu'il était à la Maison-Blanche. Là, ça va être un peu plus compliqué parce que pour dire qu'on est anti-système alors qu'on a une majorité à la Cour suprême, une majorité au Sénat, une majorité à la Chambre des représentants et la Maison-Blanche, ça va être compliqué d'expliquer qu'il y a un État profond qui nous empêche de gouverner. Je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière sur la grande différence majeure avec ce qui se passe du côté des Républicains et Trump, c'est que le complotisme dont tu parles post-électoral, qu'on peut trouver chez certains démocrates ou sympathisants démocrates, il n'a pas de portage politique. C'est-à-dire que Kamala Harris a reconnu sa défaite à la loyale, elle a appelé Trump, elle l'a félicité et elle l'a encouragé, en tout cas elle lui a souhaité bonne chance. Et Joe Biden le reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche pour la transition apaisée. C'est-à-dire que en fait, les démocrates se comportent comme des démocrates, comme des gens attachés à la démocratie, à un certain ethos démocratique, c'est-à-dire que la démocratie, c'est aussi une civilisation, une manière de se comporter, une manière de céder le pouvoir, d'accepter l'alternance, d'accepter qu'on n'a pas forcément raison, qu'on peut être enrichi par le point de vue d'en face, etc. Donc, voilà, il n'y a vraiment pas, mais on est tous d'accord ici, de proportion ou d'analogie. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi je ne crois pas, mais l'avenir va nous le dire, à ce grand mouvement de balancier qui est que désormais le complotisme va se trouver du côté démocrate parce que les républicains sont au pouvoir. C'est une thèse pas inintéressante parce que c'est quelque chose que des chercheurs ont observé par le passé. À l'époque des 2 mandats de George W. Bush, c'est-à-dire quasiment, en fait tout ça était dans l'après
11 septembre 2001, parce que sûr. George Bush, il arrive au pouvoir au tout début de l'année 2001. Les attentats du 11 septembre, c'est 8 mois plus tard. Donc, on peut dire que les 2 mandats de George Bush sont marqués par l'après 11 septembre. Bon. Les complotistes du 11 septembre, ils se recrutaient à l'époque soit dans la frange la plus radicalisée de l'extrême droite américaine, paléoconservatrice, type Alex Jones, etc., les isolationnistes qu'on retrouve aujourd'hui autour de Trump, mais qui étaient minoritaires à l'époque, soit, effectivement, dans les rangs des sympathisants du Parti démocrate, c'est-à-dire des gens plutôt de gauche qui disaient « mais c'est Bush qui a organisé ça », etc. Donc par anti-bushisme, ils étaient complotistes. Ensuite, on a eu, effectivement, quand Barack Obama est arrivé au pouvoir et qu'il a fait 2 mandats, entre 2008 et 2016, l'émergence du mouvement Tea Party, des birthers, les gens qui remettaient en cause son certificat de naissance et sa légitimité, etc. Et ça, on l'a observé du côté de la droite américaine, de ce qui allait ensuite devenir l'alt-right. Bon, moi je crois pas à un mouvement de balancier qui ferait que... Mais voilà, on verra. Il y a effectivement... Bon, il y a cette idée effectivement d'un potentiel balancier. Là, je te suis là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas un balancier effectivement d'un complotisme qui passe d'un côté vraiment de l'autre. Maintenant, il y a sur la puissance de ce complotisme. Est-ce que ce complotisme, disons trumpien, de façon ou républicain ou d'extrême droite américain, va diminuer en virulence du moment que Trump arrive au pouvoir? Est-ce que quand Trump arrive au pouvoir, effectivement, est-ce que ça va s'affaisser d'une certaine manière? Alors, moi j'ai beaucoup de réserves là-dessus. Effectivement, tu le disais, simplement on prend l'exemple du premier mandat. L'exemple du premier mandat de Trump, c'est quand même l'éclosion monstrueux de la mouvance QAnon. Cela dit, le premier mandat de Trump arrive aussi sur le moment Covid, qui est une accélération du complotisme à l'international, auquel lui-même n'a pas forcément participé. Il était même plutôt favorable d'ailleurs au vaccin. Il les a quand même poussés. Donc il a peut-être aussi subi, entre guillemets, même si ça lui était avantageux, un complotisme qui lui était lié à ce moment Covid. Quoi qu'il en soit, moi j'ai plutôt la sensation qu'on est sur une mécanique de braquet. C'est-à-dire c'est que on capitalise des audiences, on fait basculer des audiences complotistes qui restent conspires et auxquelles on va surajouter des couches en fonction des thématiques et des populations périphériques qu'on va pouvoir emmener dans ces récits. Et donc je pense qu'en fait, je ne vois pas très bien, disons, la complosphère américaine se dégonfler du fait que Trump étant au pouvoir, il n'y a plus ce fuel du discours anti-système. J'ajoute que dans la matrice même du discours de Trump, est-ce qu'il a besoin d'être dans l'opposition pour s'attaquer à un ennemi imaginaire? L'ennemi imaginaire, il est toujours là. Il est imaginaire, donc il peut être là même quand je suis en poste. Donc l'état profond peut être toujours présent même s'il est en poste et qu'il possède tous les pouvoirs. Et d'autant que durant le premier mandat, il était déjà sur cette rhétorique de l'état profond. Il l'avait déjà, c'était déjà dans son panel argumentatif. Et très vite, dès février 2017. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne continue pas, vu que dans ce théâtre imaginaire qui est, sur lequel repose toute la dynamique trumpienne, c'est un ennemi imaginaire. Et il l'a notamment parlé depuis quelques mois, il l'avait fait des années auparavant, mais depuis quelques mois, des ennemis de l'intérieur. Bon, je peux être parfaitement en poste et continuer à secouer ce chiffon imaginaire des ennemis de l'intérieur pour, au contraire, poursuivre dans ma dynamique conspi et essayer et galvaniser, évidemment, mes troupes. Alors quand même, cette victoire de Trump, c'est quand même la déroute du discours complotiste majoritaire, disant, de toute façon, l'État profond américain verrouille la démocratie américaine. Rien ne peut se passer puisque l'État profond va l'empêcher. Bah non, la preuve, alors soit l'État profond est nul, soit en fait il n'existe pas. Voilà. Et la preuve par l'élection de Trump. Oui, alors là-dessus c'est évidemment un argument rationnel. Et oui, mais c'est l'argument rationnel. C'est la faiblesse, quoi. Oui. Mais évidemment que du côté de la fantasmagorie pro-Trump, l'idée c'est que s'ils ont réussi à gagner, c'est malgré
malgré la puissance de cet État profond. Écoute, maintenant, dans leur récit, évidemment. Maintenant, Trump et ses partisans vont être au pouvoir. Ils auront, on l'a dit, tous les leviers de commande, etc. Puis en plus, c'est un 2e mandat. 3e pour Kerry Lake et Marjorie Taylor Greene, mais en réalité, dans la vie réelle, c'est un 2e mandat. Donc, selon toute vraisemblance, il ne va pas complètement ressembler au premier, parce qu'il est plus entouré, il est plus sûr de lui, etc. Moi, je voudrais inviter les gens qui nous écoutent, et vous, à une petite expérience de pensée. Soit, comme je viens de le dire, l'élection de Trump montre que l'État profond a perdu. Voilà. À supposer qu'il y ait un État profond, il a perdu. Donc, dans ces cas-là, et compte tenu des pouvoirs dont dispose Trump, il n'y a aucune raison que la vérité complète ne soit pas faite sur les grandes énigmes, les grands mystères de l'histoire américaine, de Roswell à l'assassinat de Kennedy, en passant par le 11 septembre. Je sais pas, moi, Trump avait accusé Obama d'avoir créé Daesh. Oui, ok, où sont les preuves ? Si maintenant il a tous les leviers de pouvoir, la CIA, le FBI, on peut imaginer qu'il va diffuser toutes ces preuves, etc. Vérité, oui. Bon, s'il ne le fait pas, eh bien de deux choses l'une. S'il ne le fait pas, à mon avis, il ne le fera pas, et pour cause, c'est qu'il n'y a pas de preuve de ces faux complots. S'il ne le fait pas, c'est que, effectivement, ces théories du complot en sont, c'est du fantasme. Ou bien, qu'on peut être un complotiste ennemi, ou bien que, en fait, Trump n'est que la nouvelle marionnette d'un État encore plus profond. Qui le manipule. Alors, non mais voilà, allons jusqu'au bout de cette logique. Alors, juste 2 choses. On est encore dans l'entre-deux. On est dans un entre-deux. Trump n'est pas encore élu. Et donc dans ce moment-là, il y a quand même une effervescence complotiste qui est quand même assez folle. On a par exemple un Alex Jones qui, encore il y a quelques jours, dit on est à 2 doigts d'un coup d'État, on va essayer de l'assassiner, ou l'État profond va essayer de l'assassiner. Je fais attention parce qu'il peut y avoir des tentatives d'assassinat, mais en tout cas là c'est une version conspi. Donc on est quand même... il n'est pas encore en poste, donc on a encore quelques mois pour que la complosphère puisse encore surfer sur toutes leurs théories traditionnelles classiques. Bon. Une fois qu'il sera en poste, là, effectivement, on va changer probablement de braquet. On va toujours pouvoir éventuellement dire les démocrates vont malgré tout essayer de l'empêcher une fois qu'il est en poste, donc cette dynamique-là peut rester encore plus ou moins active. Mais là, j'aimerais rebondir sur ce que disait Rudy tout à l'heure, sur ces révélations potentielles. On dit, si Trump arrive au pouvoir, il pourrait faire des révélations. Lever le voile sur tous les mystères, sur JFK, sur Roswell, sur je ne sais quoi, etc., ou sur la période Covid. Eh bien, il y a une vraie excitation d'une partie de la complosphère. Je me rappelle une vidéo de Myriam Palomba, par exemple, qui attend goulûment le fait que Trump soulève le couvercle, enfin, de la vérité de ce qui s'est passé sur le Covid. On en a d'autres qui pensent qu'on va enfin révéler la réalité de qui était derrière, de tout ce business avec Big Pharma, que voilà, c'est le grand moment, voilà, d'illumination conspique, etc. Donc, en tout cas, il y a cette attente. Le Nuremberg 2.0 avec l'idée on va châtier les coupables. Le fameux Nuremberg. Donc, il y a quand même le grand soir qui est attendu de la part de la complosphère, à partir du moment où Trump va arriver en poste. Mais vraiment, avec cette idée il va ouvrir les dossiers, il va tout déclassifier, on va enfin tout savoir. Voilà. Cette dynamique-là, même si elle n'accouche de rien, et c'est souvent le cas, on l'a vu avec le Nuremberg n'a jamais accouché de rien. Mais c'est une théorie conspi zombie. Elle a survécu à tous ces échecs. Elle a survécu au fait que certains d'entre eux qui avaient poussé le Nuremberg sont eux-mêmes allés en tôle ou ont été condamnés par la justice. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait effectivement une éclosion réelle d'événements, de documents cachés, du moment que ce récit peut être indéfiniment renouvelé, poussé, pour, encore une fois, galvaniser ces troupes. Donc, une baisse, je suis pas sûr, des révélations, je suis pas certain, mais jouer sur l'attente, l'espoir de ce grand soir, de ce Great Awakening, bref, toutes ces terminologies d'attente qu'on a vu éclore durant le premier mandat, je pense qu'on va avoir plus ou moins la même chose sur le second. Est-ce que je peux ajouter une chose sur justement la séquence avec Jones qui dit vous allez voir, il va y avoir un coup d'État, une tentative d'assassinat, etc. C'est exactement le complotisme prédictif dont on parlait, c'est-à-dire qu'il ne prend aucun risque, dans la mesure où
s'il ne se passe rien de tel, Ouais. qu'il l'a prédit ou prophétisé, tout le monde aura oublié. Ou que ça a été déjoué. Oui, C'est parce qu'il ça a l'a été dit déjoué. qu'on a réussi Voilà, peut-être alors ça à c'est le l'autre déjouer. version, c'est Ouais. parce qu'on l'a dit, c'est Ouais. prophylactique, Bien sûr. donc on a Ouais. empêché. Bon. Ouais. Mais globalement, les gens vont oublier, Ouais. parce qu'ils ont une mémoire de poisson rouge. Et s'il y a un Et attentat, s'il y a un attentat, alors là évidemment, il On pourra ressortira dire, la je séquence de l'avais dit. regardez, je l'avais dit. ouais, Vous ouais. avez bien raison. Bien sûr. Alors qu'une tentative d'attentat contre Trump, vu que ça s'est vu il y a quelques mois, Ouais. Ça c'est peut effectivement, tout à fait c'est pas arriver. du domaine de la fiction ou de Bien la sûr. science-fiction. Ouais, ouais. Ça pourrait arriver. C'est un pays violent, les États-Unis, il y a des armes en circulation. Bon, mais bah voilà, je trouve que c'est stratégiquement, c'est bien joué. Le problème, c'est qu'on prend les gens pour des imbéciles. Moi, j'avais une autre question par rapport à cette élection. Est-ce que finalement, c'est pas la défaite du journalisme, de la rationalité, de l'enquête, de Alors, ça, c'est- la déconstruction de justement Ou du cette théorie fact-checking, complot, ou de du la fact-checking, vérification des ainsi de faits. suite. Ouais, est-ce que c'est pas la défaite de tout ça finalement? Alors ça, ce serait indexer les résultats d'une élection aussi importante que l'élection présidentielle américaine sur uniquement la question de l'information et de la manière dont les gens sont informés ou pas, etc. À mon avis, ça n'est pas ça qui a joué et qui a été déterminant. Je pense que la vague nationale populiste qu'incarne Donald Trump aux États-Unis, qui est incarnée par d'autres ici en Europe, Viktor Orban, Marine Le Pen, Jordan Bardella ici, l'AfD en Allemagne, etc., etc., je pense qu'elle a d'autres ressorts. Bien sûr. Que Bien sûr, simplement, évidemment, la désinformation l'accompagne, l'amplifie, aggrave sans doute le phénomène, polarise, on le sait, nos sociétés. Mais je crois qu'on aurait tort, nous, de regarder ces phénomènes-là uniquement par ce petit cette bout de la coupe-là, lorgnette, ouais. c'est-à-dire nos sujets à nous, le fact-checking, en disant mais c'est fou, on fait un travail de fact-checking, enfin, pas nous, parce qu'on n'est pas spécialement fact-checker, mais il y a un travail qui est fait en matière de vérification des faits, des papiers de grande qualité, sur lesquels on se base, qui nous aident beaucoup, hein, mais on se dit mais c'est fou, donc les gens sont d'accord pour... ils savent pertinemment que Trump dit des choses qui ne sont pas... conformes au réel, mais c'est secondaire pour eux. Bah oui, c'est secondaire parce que en fait, ce qui fait cette élection de Trump, c'est sans doute d'autres facteurs. Moi, je pense notamment une angoisse identitaire, enfin une inquiétude identitaire et culturelle très forte qu'on retrouve dans toutes les démocraties libérales. Oui, pour les sondages, c'est essentiellement aussi les questions économiques. Hein, c'est ça, probablement, bien sûr. Économique Inflation, et identitaire. Oui, Moi, et je crois que immigration, c'est les deux. Hein. Alors, il y a effectivement cette une question qui n'est pas illégitime en soi, même si je suis sur la même posture que toi, Rudy, de dire effectivement, est-ce que ça n'a servi à rien, tout ce fact-checking, ce travail sur l'information, et est-ce que même certains Ça peuvent ne donnerait pas du carburant. Est-ce que c'est pas contre-productif? Bon, ça fait quand même des années qu'on entend effectivement ce questionnement qui, je trouve, effectivement, pose mal le problème. Je veux dire, corriger une fausse information, en quoi est-ce que, par nature, ça peut être un problème de quelque ordre que ce soit? S'il y a un échec de cette production d'informations, de ce travail sur l'information, de ce fact-checking, quelque part, s'il y a un échec, c'est pas du fait de ceux qui écrivent, c'est un échec de l'écosystème de la consommation de l'information. C'est simplement, ça n'atteint pas les personnes, ça ne convainc pas les personnes. Donc c'est ailleurs que se pose éventuellement un problème. Mais sur le principe, comment est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que de corriger une information est quelque chose qui pourrait être délétère? Alors, il y a juste une chose, évidemment, c'est cette idée qu'éventuellement, quand il y a du fact-checking ou de la dénonciation du complotisme, que ça viendrait irriter ou stimuler ceux d'en face. Bon, ça, c'est pas de notre faute. Évidemment que ça irrite forcément les gens qui sont en face. Quand on démonte leurs fausses informations, c'est évidemment un peu irritant. Est-ce que ça les stimule? Est-ce que ça les énerve? Est-ce que ça fait qu'ils vont avoir une empreinte en ligne plus forte parce qu'ils vont publier de nombreux tweets pour s'en plaindre? Oui, ça va faire du bruit de leur côté, ça va peut-être les convaincre de leur côté, mais encore une fois, je ne vois pas comment corriger une information peut être en quoi que ce soit délétère, encore une fois,
parce qu'il est nécessaire qu'il y ait cette information au moins à disposition, même si elle est peu lue, même si elle n'atteint pas tout le monde. Pour un écosystème sain d'information, il faut qu'il y ait aussi la contradiction, et qu'il y ait aussi la contradiction sur les théories complotistes. Mais Tristan te répondra, parce que je trouve que c'est une critique qui est fondée aussi, que le mauvais fact-checking, ça existe aussi. C'est-à-dire que le fact-checking, ce qui sous couvert de vérifier une information, en réalité fait de l'opinion, ça existe, moi j'en ai vu passer, et ça fait pas honneur à la profession. Mais c'est comme le mauvais journalisme. C'est pas parce qu'il y a du mauvais journalisme qu'on doit rejeter tous les médias en disant vous mentez tous. Enfin, et puis il y a aussi une dernière chose qui est une autre critique qu'on entend aussi également, c'est de dire qu'en fait il y a un choix d'informations qu'ils veulent débunker, et que c'est dans ce choix qu'ils seraient partisans. Bon. Ça aussi, ça peut s'entendre, évidemment. Peut-être qu'en choisissant de démonter telle ou telle information, on n'insiste pas sur d'autres. Bon, voilà. Mais si un journal de gauche le fait, rien n'empêche un journal de droite de le faire aussi, avec sa propre ligne éditoriale et ses choix. Donc, à la fin, pour clore cette séquence, ce que je pense de cette problématique-là, c'est que je ne vois pas. Pour moi, il me semble absolument impossible de critiquer le fact-checking si son seul rôle, c'est de mettre à disposition dans cet espace informationnel des contre-discours par rapport au discours complotiste. C'est tout. À consommer ou pas consommer, à critiquer ou pas critiquer. Mais c'est le jeu de la démocratie. Si on devait se taire, si on devait arrêter, clore les journalistes qui font du fact-checking, si on devait éteindre des émissions qui pratiquent le fact-checking, c'est simplement, on a une diversité informationnelle qui se réduit à un espace qui est probablement plutôt de la désinfo. Et alors justement, tu parlais de l'espace informationnel, de la façon dont l'écosystème informationnel américain va peut-être se réorganiser avec cette élection de Trump et avec le poids qu'a pris Elon Musk dans cette campagne. Ouais. Est-ce que tu as des intuitions, est-ce que tu as des choses que tu as déjà observées qui peuvent expliquer et raconter finalement comment va se réorganiser ce système informationnel? Oui, on l'avait dit d'ailleurs dans le Complorama, il y a le général Flynn, qui est une figure de la complosphère QAnon et pro-Trump américaine, qui lui avait parlé de podcast presidency, qui est un concept que je trouve assez intéressant, parce que ce que lui voulait dire derrière ça, c'était qu'il y avait vraisemblablement tout un écosystème de podcasts à audience de dingue, style Joe Rogan, style on a de War Room aussi également, et plusieurs podcasts qui ont vraiment une traction folle, et des influenceurs sur YouTube aussi, qui ont aussi des émissions qui ont une traction absolument dingue, et qui, lui, pensait qu'effectivement la présidence c'est peut-être faite, ou en tout cas l'élection c'est peut-être faite grâce à ces podcasts, si on veut, ces médias alternatifs, et qui feraient peut-être partie du dispositif informationnel de la Trumposphère qui vient. Mais je crois que ce symptôme-là, il est plus global. Il est plus global. Je crois qu'on assiste de façon planétaire à une bascule des médias, disons, traditionnels, qui passent par la télévision old school, à une consommation plus numérique et sur les plateformes de type podcast ou influenceurs, etc. Et donc on le voit en tout cas en termes d'audience, c'est quand même assez spectaculaire, les millions d'abonnés que peuvent avoir des figures qui moi me semblait assez marginal aux États-Unis, comme une Candace Owens par exemple, qui relayait les délires sur Brigitte Macron est un homme, donc qui est quand même sur une frange très très radicale. Elle est vraiment sur une frange radicale, qui a quand même plusieurs millions d'abonnés et qui a une puissance de feu et de viralité qui est folle. Bref. Est-ce qu'il n'y a pas une bascule, effectivement, dans une part de ces médias alternatifs numériques, aux États-Unis notamment Rumble, qui a une traction de feu, qui est une sorte de YouTube complotiste payant, et qui a vraiment une visibilité folle. Le nombre d'extraits qu'on voit qui sont prises de Rumble et qui se diffusent sur TikTok, sur X, et qui sont reprises un peu partout, est vraiment assez significatif. Bref. C'est peut-être, en tout cas on est peut-être sur un moment effectivement de bascule, avec un développement de tout un écosystème informationnel plutôt d'extrême droite, qui a des financements significatifs. Il y avait un article de Taylor Lorenz, une ancienne journaliste du New York Times, qui avait insisté un peu là-dessus, qui ont un système de financement vraiment très fort, avec des donateurs, avec des milliardaires qui payent, et on ne voit pas l'équivalent du côté des démocrates. On ne le voit pas, en tout cas aux États-Unis, et on ne le voit pas non plus tout à fait en France. Moi, ce qu'on voit aux États-Unis, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu en France. On a des médias qui ont une bonne traction, une visibilité, une qualité de montage
il y a du financement et qui ont des centaines, voire des millions de vues, et des médias, disons d'un autre bord politique, qui sont de l'autre côté, qui n'ont pas tout à fait cette même traction. À quelques exceptions près, hein, mais qui n'ont pas tout à fait cette même traction. Non, mais imagine juste si George Soros avait été nommé dans l'administration Biden, par exemple, ou Obama. Ce serait un scandale permanent, les gens diraient, enfin notamment ses opposants diraient mais c'est scandaleux, etc. Elon Musk, c'est à vue d'œil entre 5 et 10 fois la fortune de George Soros, à lui tout seul. Et en plus, il possède un média. Il possède en tout cas une plateforme. Qui en fait est un éditeur et qui est un média. Il y a débat là-dessus, mais ok. Une plateforme qui est l'Agora mondiale, et ils en font même un argument publicitaire sur X. Hein. Bien sûr. Donc oui, c'est pour ça que un instrument considérable d'influence. Ça, on est d'accord. Il va être nommé à la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale, Elon Musk. Mais c'est le fameux Doge. Voilà. Ce qui se passe est quand même assez incroyable, quoi. Juste un truc sur le Doge, évidemment. Alors ça, c'est un clin d'œil. Je pense que les gens le savent maintenant, mais au cas où. En tout cas, évidemment, le Doge, c'est un clin d'œil à une crypto-monnaie qui est en fait ce qu'on appelle un meme coin, parce que cette crypto-monnaie s'appuie sur le meme d'un chien, le Shiba Inu, le petit chien japonais, et qui est une monnaie purement spéculative, et qui a explosé. Qui a littéralement explosé depuis l'annonce du fait qu'il a été nommé. En tout cas, qu'il sera à la tête de ce projet appelé département quand même qu'ils vont créer a priori. Alors a priori, il faut voir parce que la fonction que lui doit avoir, si elle est trop officielle, il faut qu'elle soit validée par, je crois, le Sénat ou le Parlement. En tout cas, elle doit être validée de façon. Il y a toute une procédure assez compliquée. S'il est un peu en à côté, par un Parlement où il est majoritaire. Oui. Et si c'est à côté, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus informel, ça lui permet d'être un conseiller, etc., d'avoir ses entrées, de profiter de toute l'aura, en tout cas, de la Maison-Blanche, sans avoir les contraintes administratives et contraignantes aussi du fait qu'il est un entrepreneur, donc il ne faut pas qu'il y ait aussi de contradiction avec un poste, etc. Donc, bref, il va y jouer probablement sur cette zone grise pour pouvoir profiter de toute la fame sans les obligations qui vont derrière. Est-ce que je peux ajouter une chose sur RFK ? Parce que c'est l'autre personnalité importante qui va être nommée a priori à la tête du ministère de la Santé américain. Probablement. Pour quelqu'un qui est un anti-vax radical, il faut le dire quand même. Il dit des choses fausses, le lien entre l'autisme et la vaccination, l'idée que les vaccins servent à rien et font des morts, etc. Il est à la tête d'une organisation anti-vax. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est censé se battre, RFK, pour la santé des gens, et que Trump, lors de son premier mandat, a fait entrer dans l'administration des lobbyistes agroalimentaires, mais enfin notamment qui défendent les produits transformés dans lesquels il y a des choses très mauvaises pour la santé, en gros, donc qui sont contre les régulations, d'accord, contre toute forme de régulation sur le plan alimentaire. Donc comment expliquer ça, quoi ? C'est un paradoxe qui normalement devrait être insurmontable. Et les vaccins qui avaient... Alors dans l'autre sens, parce que Trump s'était fait fort, en dépit d'un discours anti-vax qui venait de sa base, de dire « moi je suis celui qui commande des vaccins à Pfizer et je protège les Américains par une grande campagne de vaccination, etc. » C'est le grand paradoxe aussi. Oui, je crois que la cohérence... Je sais pas. Oui, il ne faut pas chercher la cohérence. On n'a pas besoin de chercher la cohérence. Je pense que Trump va constituer en gros son équipe en fonction en gros du capital de buzz potentiel que ça peut lui rapporter. Comme tu dis, c'est même pas un capital sympathie, c'est un capital de buzz. Oui, et donc il va prendre RFK s'il pense que RFK est bon pour son image ou peut ramener à lui une part, disons, de militance de sa base, et ça durera ce que ça durera. Je crois qu'on a un peu oublié la vitesse à laquelle il a pu consommer durant son premier mandat. Steve Bannon, qui a été écarté assez rapidement, Michael Flynn pour d'autres raisons, mais Et je pense aussi qu'il y a probablement on voit ça un peu dans la complosphère. C'est que souvent, quand quelqu'un a une très forte image, qui occupe beaucoup d'espace, il y a de la concurrence qui vient s'installer. Et parfois, quand on a deux figures très fortes, elles ont du mal à vivre ensemble. Il y en a une qui veut plus ou moins phagocyter l'autre. Et là, on a quand même avec Musk,
RFK, en tout cas Musk et Trump, on a deux figures qui sont quand même extrêmement fortes, très égotiques. Franchement, je parierais pas, donc je fais un peu de projection, je parierais pas sur un long fleuve tranquille entre Musk et Trump sur la durée. Encore une fois, parce qu'il y a de la place que pour un chef. Et puis, dernier point là-dessus, est-ce que vous avez l'impression que Musk va continuer de mettre X au service de Trump et au service du gouvernement au service de lui, surtout. Oui, alors, il l'est déjà. Il est déjà, et d'ailleurs il y a un phénomène qui est assez notable, c'est que depuis que Musk a lié sa destinée avec Trump, on a vu d'ailleurs une bascule d'audience d'une part de ceux qui étaient sur X et qui sont allés se réfugier sur Blue Sky. Oui, mais très faible. Non, qui est très faible, mais qui est notable, parce que c'est quand même plusieurs millions, je sais que c'est notable. Et à chaque fois, ça fait plusieurs années maintenant qu'à chaque épisode où Musk relaye des choses absolument folles ou interpelle les médias de la planète pour des choses délirantes, on voit un petit braquet de gens qui basculent du côté de Blue Sky. Alors pour l'instant, il écrase le marché en termes de volumétrie. Mais il y a une vraie musique. Une vraie, comment dire, une sorte de mouvement, pour moi un sens de l'histoire, qui est que ces grosses plateformes sociales, type Blue Sky, type Twitter, ont une tendance, je crois, à s'homogénéiser dans leur grand ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la destinée, pour l'instant, la trajectoire en tout cas, de X, c'est quelque chose un peu à la 4chan. 4chan qui n'était pas d'extrême droite au départ, qui était plutôt progressiste au départ, mais qui s'est fait phagocyter par une part militante extrême et qui a basculé, qui a fait fuir tous les progressistes qui étaient sur 4chan, et c'est devenu, vraiment, il a phagocyté cet espace, et c'est devenu quelque chose d'homogène, de purement idéologiquement assez unilatéral. Bref, et je pense que la destination de X, potentielle, pas sur le court terme, mais sur le moyen terme, c'est probablement une 4chanisation de X, et donc une bascule de ceux qui ne sont pas en accord idéologique vers d'autres plateformes dans lesquelles il y aura un entre-soi. Et mon inquiétude à moyen long terme, c'est qu'en fait, on termine avec des vraies plateformes sociales qui sont chacune des chambres d'écho idéologiques des communautés qui s'y réfugient. Et qui sont des nouvelles bulles. Donc ce sera à gauche, comme pour Blue Sky, qui est vraiment assez noté plutôt progressiste. Il y a peu vraiment de cette complosphère d'extrême droite américaine. Un X phagocyté, mangé, qui va faire fuir les gens qui sont plus ou moins progressistes. Et bref, chaque plateforme sociale récupère ses communautés, ce qui à terme n'est peut-être pas forcément une bonne chose pour l'échange des idées, pour la radicalisation des opinions, mais je pense que c'est la direction vers laquelle on risque de tendre. Quand même, l'enseignement de cette séquence, c'est qu'on a le patron d'une plateforme qui est devenue l'Agora mondiale, qui fait de la politique, et qui n'en fait pas le week-end, qui fait activement de la politique. Il va avoir... Exactement comme si le PDG de TF1 était rentré au gouvernement et après avoir fait campagne pour un candidat à la présidentielle. C'est exactement la même chose. Alors, oui, il faut toujours faire un peu attention entre un média et une plateforme sociale, parce qu'il y a une petite subtilité entre les deux. Je suis d'accord, mais en même temps, aujourd'hui, c'est un tel outil d'influence. Est un outil d'influence et éditeur de diffuseur d'informations. C'est comme si Facebook, si le patron, si Zuckerberg était arrivé au pouvoir en disant voilà, moi je vais soutenir tel candidat, etc., il y aurait une polémique légitime. Qu'il devrait y avoir, en tout cas avec X et Musk. Bon, deuxième point, ça pose quand même avec beaucoup d'acuité la question de la présence des grands médias prescripteurs sur X. Nous, on avait lancé avec Julien ensemble No Twitter Day pour le premier anniversaire de la prise de contrôle de la plateforme par Musk. On est obligé, nous, d'y être pour diffuser nos contenus, pour exposer à nos contenus et faire de la diversité informationnelle les gens qui pourraient passer là, etc. Mais en réalité, si demain on a le New York Times, Le Monde, les grands médias prescripteurs, journaux, presse écrite, chaînes de télévision, etc., qui désertent comme un seul homme, X,
et qui partent, il y aura tout un mouvement de migration sur d'autres plateformes en réalité. Et ça deviendra vraiment 4chan. Voilà, à ce moment-là, ça deviendra vraiment... les médias français ont attaqué hier justement X pour justement sur les droits voisins. Mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils l'ont fait hier. Les droits voisins, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour fermer leur compte ou le suspendre et partir et dire voilà... On s'entend ensemble, nous les grands médias avec qui on travaille. Il y a des collaborations entre je sais pas, El País, Le Monde, le New York Times, etc. Quand il s'agit de traiter les Panama Papers, etc., les fameux leaks, etc. Donc ils savent travailler ensemble. Qu'attendent-ils pour dire, bon là, il se passe quelque chose de grave, on a un type qui fait de la politique, qui est d'extrême droite, qui défend pas les valeurs qu'on défend, qui est en train de tuer la démocratie, de polariser nos sociétés comme jamais auparavant. Quelle est notre responsabilité ? Mais vraiment. Et nous, à ce moment-là, on suivra évidemment au mouvement. Mais si demain Conspiracy Watch part de X, il va rien se passer. C'est juste moins de gens qui sur X se seront exposés à nos contenus. Oui, c'est toujours... comment dire ? J'abonde dans ton sens, évidemment. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faudrait. Le problème, c'est qu'on est sur un phénomène de foule. C'est comme si on voulait une manifestation et on dit ce serait bien que tout le monde aille là. Mais le problème, c'est qu'évidemment, Tristan, il faut qu'il y ait une masse critique. Encore une fois, non, mais on parle pas de gens, on parle de grands médias prescripteurs. Ils sont capables de se parler et de s'entendre. Ils l'ont fait sur des projets communs. Ils ont le téléphone. Et est-ce que ça risque pas d'agrandir le fossé justement entre les médias dits traditionnels et les autres ? Non, les gens les gens ont qu'à migrer ailleurs, mais au moins sur des plateformes qui ne donnent pas une prime à la désinformation. On est sur une plateforme X qui rémunère la désinformation. C'est un vrai sujet. Alors, il y a un autre tout petit bémol, c'est que évidemment, je crois on est dans une zone grise où je crois que les grands médias de la planète déjà sont sur la même posture que nous sur Conspiracy Watch. C'est de dire, bon, on n'est pas loin de vouloir lâcher, mais on est encore dans un espace où, si on le peut, pour cette fameuse diversité, pour cette diversité informationnelle, il faut qu'il puisse y avoir encore du contrepoint, parce qu'il y a quand même des centaines de millions de personnes qui sont encore dedans. Et il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans sans être forcément très politisés. Il y a beaucoup de gens qui sont présents historiquement sur cette plateforme. Tant qu'il y a des centaines de millions de personnes, je pense qu'il n'est pas illégitime qu'un média se pose la question de se dire, bon, oui, je dois partir, mais est-ce que si je pars, tous ceux qui sont de bonne foi sur X, qui ne sont pas des gens qui sont forcément totalement phagocytés par ces récits totalement dingues, qui sont poussés par Musk et Trump, parce qu'il faut le dire, depuis quelques mois, ce qui est quand même assez notable, et c'est là où j'irai peut-être un peu dans ton sens, ce qui est fou, c'est depuis ces derniers mois, c'est que dans la page, pour vous, sur la page algorithmique d'accueil naturel, tous les tweets de Musk, je les ai vus absolument tous passer, et j'ai vu beaucoup de témoignages. Alors, c'est pas scientifiquement basé ce que je vous dis, mais je pense que le ressenti est partagé par beaucoup de gens. Sur la page d'accueil, on a tous vu, qu'on suive ou pas Elon Musk, les tweets de Musk apparaître poussés par les algorithmes du fait de sa volumétrie, des sujets qu'il évoque aussi. C'est même pas de la tricherie, c'est organiquement il est poussé par les algorithmes. Mais bref, quoi qu'il en soit, le résultat c'est ça. Donc là pour le coup, on a des centaines de millions de personnes qui, politisées ou pas politisées, se voient gavés de contenus qui sont pour le coup très unilatéralement, idéologiquement teintés, et là ça pose une vraie question. Mais je pense qu'on est quand même encore dans cette zone grise qui fait que beaucoup de médias de la planète se disent, est-ce que j'ai pas à perdre en tant d'audience, mais est-ce que je ne nuis pas à ce reste de diversité informationnelle qu'il y a actuellement si je pars maintenant et que je quitte cette plateforme. Donc on est dans cette zone d'incertitude qui, je pense, à un moment donné va accoucher de quelque chose. Combien de crises faudra-t-il encore ? Et mon Dieu, des crises, on en a vécu. Moi, je pensais que, pour moi, toutes les grandes étapes du 6 janvier à plein d'autres épisodes étaient des moments de bascule, mais qui ne l'ont pas été. Finalement, qui n'ont pas été les moments que je pensais être les moments du tournant majeur. Définitif, pas du tout. Donc, c'est pour ça que je suis précautionneux. J'ai peur que cette plateforme soit encore là pas mal de temps et qu'on y soit contraint d'être présent tant que le volume de gens est ce qu'il est aujourd'hui. Tu parlais de la guerre mondiale. J'ai toujours des petites réserves sur la guerre mondiale parce qu'une guerre mondiale, c'est vraiment tout le monde parle en même temps et il y a un vrai échange. Là, une forme d'égalité, c'est pas tant une agora qu'une cumulation de bulles
idéologique ultra fermé. Avec des bulles plus fortes que d'autres. Parce que moi, j'ai des comptes de veille sur X qui suivent des communautés très chargées. Ce que je vis sur ma page d'accueil n'est pas le monde dans lequel moi je vis. Et je vois bien que si j'avais suivi d'autres comptes qui sont vraiment que du sport ou des choses progressistes ou je ne sais quoi, je pense que l'expérience que j'aurais n'est pas du tout la même. Donc c'est pas tant une agora mondiale qu'une cumulation de communautés ultra fermées, les fameuses bulles de filtre. Voilà. Allez, deuxième sujet cette semaine, on a beaucoup parlé des États-Unis, mais on va repasser de l'autre côté de l'Atlantique pour aller en Espagne. Vous le savez, l'Espagne, et notamment la région de Valence, a été frappée par des inondations meurtrières. Et évidemment, comme à chaque événement désormais, des figures conspirationnistes qu'on connaît bien, Silvano Trota, Tucker Carlson et d'autres, y ont vu un complot avec cette histoire d'un bateau qui croisait au large des côtes espagnoles au moment des inondations, ou alors, si on écoute Tucker Carlson, c'est le résultat des sacrifices humains que sont les avortements. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce climato-dénialisme autour de l'Espagne et finalement toute cette actualité conspirationniste autour de ces inondations? Alors d'abord, Tucker Carlson, il est conspirationniste à bien des égards, mais là, c'était pas un propos en soi conspirationniste, puisque c'est un propos délirant. C'est vrai. C'est un propos délirant. Il nous dit, voilà, c'est une vengeance divine, un châtiment divin pour l'IVG. En gros, on ne sacrifie pas des enfants. Ça, c'était pour l'ouragan en Floride. Oui, exactement. Oui, donc on ne sacrifie pas des enfants impunément, quoi. En gros, c'est ça son... Bon, voilà. Et puis il explique qu'il a lu la Bible, qu'il est touché par la grâce. Bon. Donc mettons ça de côté. Non, ce qui est intéressant, cette histoire de... En fait, on connaît les raisons. On dit souvent, à mon avis, c'est une idée reçue, que le complotisme, ça sert à combler un déficit d'explication. Ça sert à expliquer des choses qu'on ne comprend pas, qui sont trop compliquées. Mais là, ce qui s'est passé à Valence, on sait l'expliquer assez facilement. C'est un épisode climatique extrême, comme il y en a eu, comme il va y en avoir de plus en plus, parce que il y a un réchauffement global dont on connaît les causes, l'activité humaine, le CO2, etc. Donc, on sait ce qui se passe. C'est attendu. On a, dans la région de Valence, un gouvernement de droite et d'extrême droite, c'est le Parti populaire et Vox qui gouvernent ensemble, et qui sont plutôt sur une ligne climato-sceptique, et qui ont d'ailleurs pas voté les crédits pour mettre en place une unité, notamment de sauvetage, pour justement prévenir ce genre de risque, ou en tout cas l'affronter du mieux possible. Donc politiquement, ils sont là maintenant un peu en délicatesse. Il y a une grande manifestation à Valence des sinistrés, plusieurs dizaines de milliers de personnes, je crois presque 200 000, entre 130 et 200 000 personnes, pour protester contre les autorités locales qui ont sous-estimé le risque, en fait. Donc, en fait, le climato-scepticisme, le climato-dénialisme, ça conduit à faire de mauvais choix, et des choix dangereux, qui mettent la vie des gens en péril. Donc, et en fait, je disais que c'est une idée reçue que de penser que le complotisme sert à apporter une explication là où il y a un manque d'explication. Et on le voit parce que là, on a l'explication. Et donc, on a des gens qui ont spéculé sur l'image d'un bateau qui a croisé au large avec une forme un peu bizarre. Ils se sont dit, mais donc c'est une sorte de harpe flottant, harpe étant cette fameuse station d'études de la ionosphère qui est basée en Alaska avec des antennes. Et donc ils ont cru voir les mêmes antennes. Voilà. Et donc harpe, ça fait dans la culture conspi depuis plus de 20 ans qu'on explique que c'est en fait une arme secrète, un rayon de la mort qui peut provoquer des séismes, des tsunamis un peu partout. Bon, c'est absurde, c'est délirant, mais voilà, c'est le mythe conspi attaché à cette installation. Et donc là, on expliquait que c'était un harpe flottant qui serait venu, en gros, bombarder Valence. Mais c'est complètement aberrant. Je veux dire, c'est le rasoir d'Occam, le principe de parcimonie, nous dit, bah non, en fait, on a déjà l'explication, on n'a pas besoin d'une explication aussi biscornue pour expliquer ce qui s'est passé. Il y a plusieurs choses sur cet épisode, de façon assez globale et de façon assez systématique, mais juste pour prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à cet épisode spécifique, c'est que on l'a vu ces dernières années, en gros, on l'a déjà dit beaucoup. Ce complotisme climatique est en gros indexé à l'ampleur de la crise du moment.
Voilà. Que ce soit un séisme quelque part, s'il y a beaucoup de morts, eh bien, il y a beaucoup de complotisme. S'il y a une crise qui est majeure, il y a beaucoup plus de complotisme. Moi, je dirais, si les médias en parlent beaucoup, il y a beaucoup de complotisme. Et oui, plutôt ça. C'est qu'en fait, c'est indexé, effectivement. Donc, quand je dis effectivement C'est l'ampleur, l'empreinte médiatique qui emmène tout ça, évidemment, parce que ça arrive sur les rétines, hein, évidemment, des complotistes qui, eux, après, vont se jeter leurs récits, ou vont plaquer leurs récits complotistes. Mais, alors, plusieurs choses de façon très, très globale. C'est qu'il y a évidemment une potentialité qui est quand même assez forte avec ces discours complotistes liés au climat, simplement parce que mécaniquement, on sait qu'il va y avoir de plus en plus de problèmes climatiques. Donc s'il y avait une sorte d'action en bourse des récits conspi, celui qui est un bon investissement à long terme, c'est malheureusement celui du climat. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Conseil investissement. Oui, investissement, et ce qui est aussi assez notable, et on l'a vu sur d'autres modalités ou d'autres types de récits, c'est que il y a une vraie cumulation des récits, hein, où les récits s'enrichissent les uns des autres. Hein. L'épisode de Harpe qui est réactivé là ici à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a encore un épisode comme ça, on a parfois des parallèles avec des épisodes précédents, comme s'il y avait une logique à tout ça. Hein. Cet épisode là ici en Espagne n'est pour les complotistes qu'un énième perle de ce collier tressé par cette élite mondiale, par cet état profond. Pour eux, il y a en fait une logique à l'irruption de ces drames qui n'est que la continuité de ce qui s'est passé auparavant. C'est pour ça que systématiquement, ils vont y plaquer la grille de lecture qu'ils avaient l'épisode précédent. Et ces épisodes, se suivant les uns les autres, ils s'épaississent. Ils s'enrichissent et donnent une impression encore plus de véracité dans leur imaginaire. C'est qu'il y a de la viande dans ce récit. C'est pas quelque chose, c'est pas une maigre feuille où tout d'un coup, tiens, sur cet épisode-là, je vais plaquer des récits conspi. J'ai tout l'historique derrière qui vient épaissir, voilà, encore une fois, donner sens à cette vision que j'ai sur ce moment-là. Oui, et puis il y a cette idée qu'on résiste à quelque chose et on montre quelque chose qui est vrai contre quelque chose qui est faux. C'est un peu ce qu'a dit le porte-parole de Vox, le porte-parole scientifique de Vox. Il a dit en juillet 2023, je me sens comme Galilée à une époque où ceux qui osaient ne pas être d'accord étaient fouettés ou envoyés sur le bûcher. Carrément cette idée, ce mythe du résistant de quelque chose qui est un argument agité depuis des décennies par les négationnistes. Par les négationnistes qui disent mais nous on est des Galilées. Bien sûr. Mais il y a aussi autre chose qui est notable, hein, qu'il faut quand même souligner, c'est évidemment cette politisation de la question du climat. Dès qu'il y a politisation, là c'est la pire des choses sur les questions de santé majeures. On l'a vu ça pour le Covid, on le voit effectivement avec le climat. Dès que ça devient un objet politique, hein, ce que Trump en a fait aussi. Hein. Trump a fait du climat un objet politique. Dès que ça devient un objet politique, là c'est terrible. Parce que on a le tropisme conspi, mais on a aussi le tropisme idéologique qui nous emmène sur ces séquences-là avec un parti pris qui est je vais avoir une lecture qui va entrer en résonance avec cette idée. Ce que tu veux dire, c'est qu'on peut arriver au même endroit par deux chemins différents. C'est-à-dire par Trumpisme, on devient climato-sceptique, et par complotisme, on devient climato-sceptique. C'est ça que tu veux dire, oui. Ouais. Okay. Et donc, en tout cas, il y a ce qui me semble absolument évident, c'est qu'on est vraiment sur une tangente inquiétante et qui, à mes yeux, va contaminer, si ça n'est pas déjà le cas, toute la complosphère mondiale. Ces questions de climat, on l'avait déjà dit qu'il y avait la bascule des anti-vax vers les pro-Kremlin, vers... et donc, cette bascule-là, qui n'est pas plus une bascule qu'une cumulation de sujets dans l'imaginaire conspi. En tout cas, je pense que la place, en tout cas dans l'imaginaire complotiste, des questions liées au climat, mécaniquement, va devenir centrale et surtout globale, parce que c'est un problème global. Cody, tu voulais ajouter un truc ? Non, pas là-dessus. Pas là-dessus. Mais sur l'Espagne.
Alors sur l'Espagne. Mais alors avant, je vous fais renvoyer quand même à l'émission hors série que tu as faite avec Serge Zaka sur le climatodénialisme. Et voilà, tu peux maintenant discuter de l'Espagne. Serge Zaka qui a un compte assez influent et très suivi sur X et qui traite de ces questions-là, qui croise le fer avec des complotistes climatodénialistes. Donc effectivement, c'est un échange très intéressant. Série des déconspirateurs que tu as fait il y a 2 semaines, je crois. Il y a 2 semaines maintenant, quelque chose comme ça. Non, l'Espagne, parce que début novembre, le 5 novembre, on a une personnalité qu'on connaît bien ici, Kémy Seba, qui a été reçue au Parlement espagnol, pas dans l'hémicycle, mais au Parlement espagnol par Ione Belarra, c'est-à-dire la secrétaire générale de Podemos. C'est pas n'importe quoi, c'est le parti de la gauche radicale. Podemos, c'est une sorte de LFI espagnol. Supposer que LFI est plutôt le Podemos espagnol, mais parti qui a théorisé le populisme, etc., le populisme de gauche. Bon. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ça illustre une nouvelle fois la porosité de la gauche radicale à des figures qui, sous prétexte d'anti-impérialisme, d'anti-américanisme, sont parfaitement validées, blanchies. Et s'agissant de Kémy Seba, on parle de quelqu'un qui est soupçonné par les autorités françaises d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France. Exactement. Voilà. Il a été auditionné à la DGSI, c'est-à-dire les renseignements intérieurs, il y a quelques semaines, 2-3 semaines. C'est quelqu'un dont l'empreinte aussi médiatique est très marquée par le complotisme, dans sa version la plus radicale, et par l'antisémitisme. Kémy Seba, il s'est de nombreuses fois, il a même été condamné pour ça. Et des valeurs ultra conservatrice, il est pro-Kremlin, c'est une figure d'extrême droite, qui sympathise avec Alexandre Douguine, avec les... Bon, et donc le voir effectivement accueilli par une personne, en tout cas une représentante de Podemos. Elle n'était pas toute seule. En l'occurrence, elle a fait une photo avec lui, elle l'a même posté sur son propre compte, etc., comme si elle avait affaire à un grand révolutionnaire. Voilà. Donc ça fait partie de ces signaux faibles qu'on observe dans une partie de la gauche radicale, ici et ailleurs, mondiale. Il y a une candidate dont on n'a pas beaucoup parlé aux États-Unis, au présidentiel, la candidate des Verts, Jill Stein. Elle est sur une ligne, elle critique très peu Poutine et Assad. Elle s'est même retrouvée à table à dîner avec Poutine en 2015. Pour fêter, je crois, RT, Rochatoudé. Bon. Et puis, on a ici, nous, en France, avec LFI, la déclinaison de ça aussi, avec un impensé autour de la question antisémitisme, qu'on a encore vu à la faveur des événements à Amsterdam, là, mais qu'on voit tous les jours, en fait, en réalité. Voilà, c'est de voir cette figure très marquante de la complosphère mondiale aujourd'hui, Kémy Seba, être reçu au Parlement espagnol. Je veux dire que c'est... Sachant qu'il a été reçu l'année dernière par des députés français, inscrits au groupe communiste, un peu en catimini, du côté de la Guyane, enfin en tout cas des Antilles. Il avait été reçu aussi et même décoré par la maire de Cayenne, qui est plutôt de sensibilité de gauche. Voilà. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Nous, on a parlé, je crois qu'on a été le seul média, on a été le premier média à sortir ça, mais surtout... Je pense qu'on est le seul à en avoir parlé. Les gens à qui on a posé des questions, les élus concernés, ne nous ont jamais répondu. Et c'est vraiment une info qui a été orpheline médiatiquement, quoi. Or, ça dit, à mon sens, ça dit beaucoup quand même. Oui, ça dit clairement quelque chose, et je pense que c'est un signal. Moi, j'emploierais plutôt le terme de signal faible, mais un signal réel. Et dernière chose, c'est pas pour amoindrir ce que tu dis, mais évidemment, il y a une question de proportion et de volumétrie, si on veut. Il y a un symptôme qui, pour moi, est inquiétant, qui est notable et qu'il faut dénoncer à l'extrême gauche, mais qui n'a évidemment pas la traction, la puissance que le bloc d'extrême droite a à l'international. C'est juste un fait, un état de fait de volumétrie, si on veut. Mais ça n'enlève rien que c'est un signal inquiétant qu'il faut dénoncer parce qu'il dit quelque chose. Mais je veux quand même le resituer dans, disons, la problématique mondiale et globale. Et c'est sur la frange extrême d'une extrême gauche qui malheureusement on retrouve dans beaucoup de pays de la planète. Donc c'est pas quelque chose de localisé, c'est quelque chose qui est un phénomène mondial, mais qui n'a pas évidemment la puissance
la viralité, la superficie que peuvent avoir les plus grands dirigeants ultra-conservateurs d'extrême droite de la Écoute, planète. je suis en train de réfléchir à une figure aussi influente que celle de Kémy Séba, Ouais. et aussi présente dans la complosphère depuis aussi longtemps. Parce que Kémy Séba, ça fait 15 ans qui fait des siennes quand même, 20 ans. Je n'en trouve pas qui soit décoré par un édile français qui soit d'extrême droite. Voilà. Je n'en connais pas. J'ai pas d'exemple de ça. Oui, en inverse. Donc, Oui, quelqu'un c'est-à-dire d'extrême- Ouais. Non, ou tout simplement une figure de la complosphère Ouais. qu'un édile d'extrême droite Ouais. viendrait décorer, recevrait dans sa mairie, etc. Je n'ai pas d'exemple de ça. Ouais. Voilà, donc franchement, on peut légitimement se poser la question. Je crois qu'il y avait l'extrême droite européenne qui voulait donner un prix à Elon Musk. Ouais. Donc c'était le prix, je ne sais plus quel prix c'était. Sakharov. Il y avait Le prix, Ils ont voulu. le prix Sakharov. Exactement. Je crois que ça fait pchit, hein, bon, Ça fait d'après ce pchit. que j'ai compris. Il l'a pas gagné. Donc, bon. Eh bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On a été enflammés et passionnés par toutes les questions qui se posent avec l'élection de Donald Trump et avec ce qui se passe aussi en Espagne. Alors je vous avais annoncé des sujets en introduction, mais on les fera dans une autre émission. Donc continuez de nous suivre, reportez-vous à Complorama évidemment, à l'émission hors série des conspirateurs avec Serge Jacquat, aux différents articles qu'on a publiés récemment sur Conspiracy Watch. Il y en a un sur Aude Lancelin, un sur Guillaume Play et sa chaîne Légende qui a reçu Dieudonné il y a pas très longtemps. À propos de Dieudonné, il y a le 2e épisode du podcast Réveillez-vous avec Noémie Montagne, l'ex-compagne de Dieudonné. Il y a aussi une enquête sur François et Bon Sens et la façon dont ils lèvent de l'argent pour finalement ensuite mener des campagnes. Bref, il y a pas mal de choses sur Conspiracy Watch, donc allez-y, reportez-vous sur le site et puis on se dit à très bientôt. Salut à tous. Allez, ciao. Salut.